Après ces propos passionnants, nous allons continuer sur l'Europe. S'il vous plaît. Donc, je suis Akiko Suwa-Eisenman, membre du Cercle des économistes, et j'introduis cette session consacrée au moment européen. 2020 restera comme l'année du Covid-19, celle aussi de la rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine. Mais est-ce que 2020 serait aussi l'année de la relance du projet européen? Pour l'instant, l'Europe a su jouer remarquablement sa partition, quand même. La pandémie a mis en lumière des atouts structurels des pays européens, la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'assurance chômage. La politique monétaire s'est montrée à la hauteur. La BCE a activé un ensemble de mesures sans précédent pour faire en sorte que les entreprises trouvent du crédit. Surtout, à cette politique monétaire s'est ajouté un volet budgétaire. Le plan de relance européen, présenté fin juillet, frappe par son ampleur, 750 milliards d'euros, et par le fait que la Commission va maintenant emprunter au nom de l'Union européenne et sur 30 ans, sur une génération. Tout cela montre que les États européens ont envie de faire encore un long chemin ensemble. Et cet avenir sera vert. Le pacte vert, Green Deal, a pour but de faire de l'Europe un continent neutre sur le plan climatique d'ici 30 ans, avec un plan d'investissement ambitieux de 1 000 milliards sur 10 ans. 2020 sera donc l'année, peut-être, d'un nouveau départ pour l'Union européenne. Maintenant, est-ce que ça suffit? Donc, j'ai 3 questions. La première, je ne vais pas m'y étendre car M. Sureau nous en a parlé. Les valeurs européennes, comment les préserver? Est-ce que ce nouveau départ pourra préserver et relancer ces valeurs européennes auxquelles nous tenons? Il y a pour les citoyens, est-ce que ce nouveau départ va enfin réconcilier les citoyens avec l'Europe, l'Europe la mal aimée, l'Europe dont le marché unique n'est pas encore complètement unifié, l'Europe avec des citoyens un peu schizophrènes, qui veut protéger ses données, mais qui accepte toutes les conditions de Google pour aller plus vite sur le Google Search. Deuxième enjeu, deuxième question, est-ce que ce départ est à la taille des enjeux? La Chine est désignée par l'Europe comme étant un partenaire et un rival systémique. Le rapport de la Cour des comptes européen paru le 10 septembre sur les investissements chinois en Europe dit que c'est difficile à mesurer parce que tout est très dispersé en bilatéral et que la moitié de ces investissements proviennent d'entreprises étatiques. Et ceci est important dans le cadre de la négociation d'un accord global sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine. Deuxième enjeu de taille, c'est le numérique. Dans le numérique, il y a des effets de réseau, c'est-à-dire qu'un service est d'autant plus efficace qu'il y a plus d'utilisateurs. Donc, il y a un winner takes all. Et le numérique aussi irrigue nos vies, et donc c'est difficile de cibler ce qu'est vraiment le numérique et par exemple de le taxer. Troisième question, comment financer tout cela? C'est facile de poser des questions. Pour y répondre, je laisse la parole à Christian de Boissieu, vice-président du Cercle, professeur émérite à Paris 1 et parmi toutes ses nombreuses responsabilités, ancien président du Conseil d'analyse économique. Christian, l'Europe a-t-elle vraiment une chance à saisir? Merci beaucoup. Émérite, vous avez compris ce que ça veut dire vieux. Merci en tout cas de votre invitation et de ta présentation. Invitation. Je fais partie des puissances invitantes, cher Jean-Hervé. Le titre est très sympa. Et je dis ça d'autant plus que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je trouve que l'idée de moment européen, ça fait déjà réfléchir. C'est l'idée qu'il y a une fenêtre de tir qui ne va pas durer très longtemps. Je ne sais pas combien de temps elle va durer.
pour que l'Europe s'affirme comme une puissance mondiale, à la fois du point de vue politique, géopolitique, économique, monétaire. Nous partons de loin. Je vais juste vous donner un chiffre pour démarrer. Le dollar fait 60% des réserves de change des banques centrales dans le monde. L'euro, qui est le pool leader monétaire, la monnaie numéro 2, fait 20% des réserves de change. Rapport de 3 à 1. Ça, c'est le point de départ. Donc, il y a du chemin pour que nous devenions une puissance monétaire, quelle que soit la réussite ou les défis posés aujourd'hui à l'euro. Cette fenêtre de tir, qui ne va peut-être pas durer très longtemps, nous devons, nous, Européens, nous saisir, elle est due, je dirais, à la fois un mélange de raisons négatives et de raisons positives. Les raisons négatives, c'est, au fond, la certitude des incertitudes américaines. Je pense que l'incertitude américaine va aller au-delà du résultat de l'élection de novembre, même si c'était M. Biden qui était élu, il y aurait beaucoup de brouillard encore pour nous, Européens, face aux politiques ou à la politique américaine. Fenêtre de tir due, parmi les raisons négatives, aussi à l'affaiblissement de la Chine, qui me paraît durable. Fenêtre de tir aussi pour l'Europe des 27, due au Brexit. Moi, je considère que le Brexit, ce n'est pas une bonne nouvelle du point de vue économique, mais c'est peut-être une bonne nouvelle du point de vue géopolitique et institutionnel. À cette différence près quand même qu'on a changé de vilain de la pièce. Avant, en Europe, le vilain de la pièce, c'était le Royaume-Uni. Avec la règle de l'unanimité, on était très souvent bloqués. Aujourd'hui, les vilains de la pièce, c'est ce qu'on appelle les pays frugaux. On l'a bien vu dans les négociations sur le plan de relance de 750 milliards d'euros. Ce sont les Pays-Bas, c'est l'Autriche, la Finlande, etc. La pièce a changé d'acteur, mais le problème reste un peu le même, je dirais, malgré le Brexit. Alors, il y a deux choses que je sens ici par rapport aux conditions d'affirmation de l'Europe comme puissance mondiale. La première chose que je sens, c'est que j'ai le sentiment que la zone euro, à travers la BCE, a une politique monétaire qui ne l'empêche pas de devenir une puissance mondiale. Je pense que moi, je suis grand défenseur de la politique de la BCE. On peut discuter, etc. Mais ce qui me frappe, c'est son pragmatisme. Je pense que le pragmatisme est une qualité importante pour s'affirmer, surtout par les temps qui courent. La deuxième chose que je sens et qui est presque une certitude, c'est que par rapport à cet objectif d'Europe puissance, il y a quelque chose qui va nous bloquer. C'est la mise en place très difficile d'une politique étrangère et de sécurité commune. J'ai le sentiment que la défense de l'Europe, dans les années qui viennent, va rester fondée sur le couple franco-britannique. Malgré le développement d'une industrie de défense et d'une stratégie de défense en Allemagne, malgré l'existence d'une industrie de défense en Italie, vous allez voir que par-delà le Brexit, et on va continuer à faire vivre ce qu'on appelle, et heureusement d'ailleurs d'une certaine façon, les accords de Lancaster House, et que, au fond, la défense européenne, ça va être principalement par-delà le Brexit du bilatéral franco-britannique pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. Ayant dit ça, je voudrais parler de 3 conditions nécessaires mais pas suffisantes pour que l'Europe s'affirme comme une puissance mondiale. Première idée, il faut que l'Europe améliore, et ce n'est pas difficile, améliorer ses performances en matière économique et sociale. Deuxième condition, il faut que l'Europe soit moins naïve sur le plan international. Et troisième condition, il faut que l'Europe améliore sa propre gouvernance économique et politique. Première condition, améliorer ses performances économiques et sociales. C'est très compliqué pour une zone de s'affirmer sur le plan mondial avec une croissance potentielle aussi faible. On a donné le chiffre hier de 0,5, on ne sait plus où on en est. Quand vous n'avez pas assez de croissance et beaucoup de chômage, je parle de l'Europe en général, je ne parle pas de l'Allemagne, quand vous avez peu de croissance et trop de chômage, difficile de se prétendre être une puissance économique, géopolitique et politique au plan mondial. Et parmi
ces sujets d'amélioration de la performance économique et sociale de l'Europe, je pense que notre capacité ou pas à intégrer l'économie et l'écologie va être un peu au cœur du débat des prochaines années. Est-ce que l'Europe est en mesure de mettre en place correctement le pacte dont parlait Akiko? Moi, je salue le pacte. Je dis simplement, les 1 000 milliards d'euros sur 10 ans, est-ce que c'est financé? J'en suis pas du tout sûr. Il y a des tas de conditions sur l'évolution du budget européen qui sont des débats politiques. Bon, et je pourrais donner d'autres exemples, mais je préfère avancer en disant la deuxième condition pour que l'Europe s'affirme comme puissance mondiale, c'est qu'elle soit un peu moins naïve. Moi, ce qui me frappe, c'est une certaine naïveté de l'Europe sur beaucoup de sujets. Ça fait 10 ans qu'on parle de mettre en place un Buy European Act, c'est-à-dire une réglementation au niveau européen qui destine vers le tissu des PME, et Dieu sait si la croissance des PME est importante pour l'emploi, qui destine vers les PME une partie importante des marchés publics d'État, de collectivités locales, etc. Je me souviens de Madame Lagarde, en 2008, ministre des Finances, avoir évoqué cette idée. Nous n'en sommes nulle part. L'Europe est naïve dans un monde qui n'est pas naïf. Deuxième exemple, il faut faire évoluer rapidement la politique européenne de la concurrence. On nous enferme dans un choix entre l'objectif de compétitivité de nos entreprises et la protection des consommateurs. Je pense que ce choix n'existe pas dans beaucoup de cas. Améliorer la compétitivité des entreprises, ça peut être au service des consommateurs. Bon, et je pense qu'on peut faire évoluer la politique européenne de la concurrence sans changer les textes. On nous dit qu'il faut changer les textes. Et changer les textes, c'est généralement l'unanimité. Et on est coincé, c'est le cercle vicieux dans lequel l'Europe s'enferme en matière de gouvernance. Troisième exemple de naïveté de l'Europe, tout ce qui concerne la réglementation bancaire et financière. L'Europe est le meilleur élève de la classe en matière de réglementation bancaire sur ce qu'on appelle Bâle III, alors que la crise bancaire dont on parlait 2007-2008, elle ne vient pas de chez nous, elle vient des États-Unis, qui font ce qu'ils veulent avec Bâle III. Du côté des assurances, on a adopté la directive Solvabilité 2. Les autres, dans le reste du monde, ils ont fait la même chose. Donc, je pense qu'il faut regarder de près dans quelle mesure j'ai été régulateur, je le suis encore, et je suis pour la réglementation. Mais il faut trouver un équilibre entre l'objectif de stabilité financière et le financement adéquat de l'économie réelle. On ne peut pas trop peser sur le financement correct de nos entreprises dans un monde qui, en quelque sorte, ne joue pas ce jeu-là. Il y a d'autres exemples. Je préfère terminer par mon troisième point, c'est-à-dire que je pense que l'Europe ne pourra pas être une puissance mondiale tant qu'elle n'aura pas avancé sur sa propre gouvernance économique et politique. Alors, il y a des progrès. Moi, je salue l'accord de juillet, le début de mutualisation des dettes. Je salue comme tout le monde. Et je dis, on a fait un pas sans doute important. En même temps, les propositions françaises pour améliorer le fonctionnement de la zone euro, elles sont nulle part aujourd'hui. Les propositions de M. Macron sur le budget de la zone euro, sur le Parlement de la zone euro, sur le ministre des Finances de la zone euro, nulle part. Alors, on est enfermé dans une sorte de contradiction, et on voit bien à propos des projets de ressources propres, le débat actuel sur les ressources propres de l'Europe, qui sont très importants pour que l'Europe s'affirme aussi sur le plan international. Ce débat est presque un peu irréel, parce que sur le papier, c'est une bonne idée de mettre une taxe carbone aux frontières, surtout par rapport à des objectifs écologiques. Bon, c'est une bonne idée c'était peut-être une bonne idée, j'en sais rien, de mettre en place une taxation sur les transactions financières. La contradiction que nous avons est la suivante. Sur ces projets fiscaux, il nous faut la règle de l'unanimité. Aujourd'hui, à 27, sans le Royaume-Uni. Mais, je répète, le rôle de vilain de la pièce a changé. Et donc, même à 27, même sans le Royaume-Uni, on a des problèmes pour avancer. Alors donc, on peut utiliser le dispositif des coopérations renforcées. Moi, ça me fait rigoler quand on nous dit on va vers une autre Europe à géométrie variable. On n'y va pas, on y est. On est déjà dans une Europe à géométrie variable. Il y a eu des exemples de coopération renforcée sur le divorce, sur les brevets, etc. Même en matière fiscale, c'est la contradiction. On l'a bien vu à travers les débats depuis quelques années, Hollande et la suite, sur la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Si on avance à 10 ou 11 sur les transactions financières avec une taxe, et les autres, qu'est-ce qui se passe?
on ne fait que délocaliser l'activité vers les pays qui n'appliquent pas la taxe. Donc nous sommes dans cette contradiction, unanimité et avancée fiscale. Et tant qu'on n'aura pas fait contourner le levier de l'unanimité, on n'y arrivera pas. Et le problème, c'est que nous sommes dans un cercle vicieux dans lequel il faut l'unanimité pour lever l'unanimité. Merci de votre attention.